Bonjour, shalom, salam alaikum, Avlé, et nous sommes très heureux de nous connecter avec vous en cette journée du vendredi 14 février 2020, jour de l'amour ou des amoureux, pourquoi pas, mais également 9e jour de la campagne pour l'élection présidentielle du 22 février prochain. Voilà les deux sujets au menu du Club de la Presse. Encore une fois, nous vous saluons, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et sur le territoire national, notre Dénigban bien-aimé, et ceci grâce à la complicité technique de Victor Bekoku, Michel Tomega et de Géraud Dakoucha. Nous vous l'annoncions hier et effectivement aujourd'hui, nous aurions bien aimé avoir le candidat en personne. Mais à défaut du roi, on se contente d'un de ses ministres. Alors nous avons dans ce studio, bien en face de nous, monsieur Christian Trémoin. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Sasgaou, bonjour aux auditeurs. Auditrices, s'il vous plaît. Auditrices. Eh bien, Christian Trémoin, ministre des droits de l'homme et des institutions de la... Non. Monsieur le ministre, vous nous déclinez vous-même votre portefeuille? Alors, je suis ministre des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République. Merci, mais vous n'êtes pas dans ce studio comme ministre, mais plutôt comme le porte-parole du candidat. Absolument. Fort et Sozimna Nyasingbe du Parti Uni. Absolument. Eh bien, pour tirer le maximum de verre du nez de notre invité, j'ai à mes côtés Olivier Adja, qui n'est plus à présenter, Arakiri, Afripresse, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Et également Notre-Dame ODD, Roland Gatoubé Aziaka, bonjour. Ça c'est bonjour, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. La pensée du jour, nous l'avons extraite d'une plateforme quand nous avons lu que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Encore une fois, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est une citation de Antoine de Saint-Exupéry qui nous introduit au premier chapitre l'amour. Fête religieuse, fête des amoureux ou fête populaire. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, la Saint-Valentin. Chacun le prendra, les religieux, les amoureux ou bien ceux qui aiment fêter à toutes les occasions. Nous sommes la Saint-Valentin. Et à cette occasion, le journal La Voix du Peuple, Vox Populi, titre « Bonheur en couple, toutes les clés pour être heureux à deux ». Bonheur en couple, toutes les clés pour être heureux à deux. Mais le journal L'Union pour la Patrie nuance un peu et écrit « Pour ou contre la Saint-Valentin, les Togolais sont partagés ». Et cette émission, une auditrice nous a envoyé ce que nous osons qualifier comme l'hymne d'une maîtresse, d'une fiancée ou d'une amoureuse à son alter ego que je vous invite à écouter. La grande, pour ne pas dire l'éternelle Nana Mouskouri qui nous chante l'amour, l'amoureuse, la fiancée ou la maîtresse qui se dit prête à prendre tous les rôles, à défendre son amoureux contre toute une armée devant l'éternel. Monsieur le ministre, vous me paraissez bien amoureux. Bien évidemment, je suis mari d'une femme et donc naturellement amoureux, oui. Marié à une seule femme devant l'éternel. Oui, devant l'éternel, oui. Merci. Parce qu'Olivier, l'amour, le vrai amour, doit également rimer avec fidélité et loyauté. Un message sur lequel j'insiste pour nous les hommes d'abord. Olivier? Oui, vous avez raison. Je crois que la fidélité, ça doit être, en tout cas, de tous les côtés dans le foyer. Et aujourd'hui, c'est la journée de l'amour. On ne va plus faire la définition ou présenter ce que c'est que l'amour. Seulement, et on va dire, vivons heureux, aimons-nous. Parce que la vie est si courte, donc que l'amour règne et que la haine
et les incompréhensions donc soient mises de côté, c'est tout. Merci. Ça me rappelle encore une pensée du jour que nous avons partagée il y a quelques jours. La charité regarde tous les hommes et toutes les femmes avec le même œil. Et également, je me rappelle, quand nous étions en 6e, nous aimions dessiner sur notre chemise « Faites l'amour, ne faites pas la guerre ». Roland? C'est vrai, l'amour, c'est le plus beau des cadeaux au monde. Et pour les couples, je dirais aussi, c'est une question de complémentarité. Que l'homme soit la réussite de la femme et que la femme soit la réussite de l'homme. Merci. Bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux. Mais je ne peux pas ne pas penser à ceux qui sont seuls, aux Valentins qui n'ont pas leur Valentine, ou bien aux Valentines qui n'ont pas leur Valentin. Mais ma foi de chrétien catholique me dit que si vous priez, le Seigneur va vous envoyer soit votre Valentin ou votre Valentin. Aujourd'hui, Saint-Valentin, 14 février, j'ai un mot à dire à toutes les jeunes femmes, et bien les jeunes filles, les écolières. S'il vous plaît, Saint-Valentin, c'est pas de débauche. Saint-Valentin, c'est pour les amoureux et c'est quelque chose de sacré, l'amour. Merci, c'est important de le rappeler. Ça me rappelle encore quand nous étions adolescents, que nous nous éveillions à l'amour, nos enseignants nous disaient allez à l'école, travailler. Les plus belles femmes n'étaient pas encore nées. Et aujourd'hui, les plus belles femmes sont là, mais nous sommes en allant avec la calvitie et puis l'âge avançant. Mais on regarde quand même, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Absolument. Au moins, on regarde. Oui, mais quand on regarde, il faut faire attention. Vous savez qu'il y a une décision de la Cour de cassation française du 4 mai 2011 qui dit que pour les hommes mariés qui partent en week-end de Saint-Valentin avec une maîtresse, c'est une cause de divorce. Au Togo, ce serait un peu plus nuancé si vous avez levé l'option de la polygamie. Merci, c'est le ministre, l'amoureux, le mari, le juriste qui le dit. Encore une fois, monsieur le ministre, cette pensée à l'endroit de nous les hommes surtout. Oui, absolument. Vous nous rappelez cela? Partir en week-end de Saint-Valentin avec une jeune fille ou une dame lorsqu'on n'est pas encore séparé dans son premier mariage, c'est une cause de divorce. Ça, c'est en France. C'est en France. Merci. Au Togo, ce sera plus nuancé parce que vous avez la possibilité de la polygamie et donc on peut toujours essayer ce qu'on va acheter. Merci. Nous terminons ce chapitre en souhaitant une bonne fête de la Saint-Valentin aux membres de l'amicale Foyer Chrétien. C'est mariés chrétiens de la station secondaire Christ ressuscité de Logoté. Demain, ils vont fêter d'abord une messe, une célébration eucharistique à 15h30. Après, la nuit sera nos limites. Encore une fois, bonne fête de la Saint-Valentin à mes amis de l'amicale Foyer Chrétien de Logoté. Maintenant, nous ouvrons la page sociopolitique et comme nos amis auditrices, auditeurs le savent, à partir de 12h, vous pourrez entrer en ligne en composant les deux numéros, le 22 21 33 74 ou encore le 22 20 19 68 pour réagir sur les thèmes que nous aurons débattus aujourd'hui. Je ne doute pas que beaucoup d'attraction sera sur le ministre. Vos commentaires sont les bienvenus, vos questions, pourquoi pas vos critiques, mais nous vous demandons seulement de la concision, de la netteté, de la brièveté dans les propos. Et si vous voulez poser une question au ministre, allez-y directement. Et n'oubliez pas que la courtoisie est une valeur à laquelle nous tenons beaucoup dans cette émission Club de la presse. Campagne électorale Olivier Adja, nous en sommes au 9e jour. Revue de presse avec le journal Togo Matin qui écrit « Retour sur une semaine de périple national de l'opposition et du pouvoir ». Et la dernière station du candidat Faure Gnassingbé, c'était Tchaoudjo hier. Et là-dessus, toujours Togo Matin qui écrit « Après la pluie vient le beau temps ». Faure Gnassingbé hier était à cœur ouvert à Tchaoudjo. Autre journal, c'est le Canard indépendant qui nous rappelle les grandes lignes du projet de société des 7 candidats. Autre journal, Canal D qui écrit 7 candidats, 2 discours. Autre journal encore, Togo Réveil qui affiche à sa manchette après une semaine de campagne électorale le bilan. Et Togo Réveil trouve que Faure Gnassingbé est le candidat le plus en vue. L'ANC et Jean-Pierre Fabre se disent confiants. Agbeyome et le vieux prélat tentent de
de discréditer le processus électoral pour se reposer. Service minimum pour les candidats comme le professeur Oulou, Dr Kouessan, Maître Tchassona Traoré et le professeur Aimé Gogué. Voilà, Olivier Adja, c'est quelques titres de journaux sur la campagne qui est à son 9e jour. Oui, la campagne est à son 9e jour. Il faut dire que elle se passe plus ou moins bien. Et moi, j'ai eu la chance de traverser tout le Togo dès le début jusqu'à Lomé. Et je puis dire que tout se passe dans une ambiance bon enfant. Il n'y a pas vraiment donc de problème. Chaque formation politique, chaque candidat arrive quand même à s'exprimer et à mobiliser sur le terrain. Certes, la mobilisation elle est un peu déséquilibrée à mon sens parce que on voit plus d'affiches du candidat donc du parti au pouvoir que des autres. Peut-être que ça va changer avec le temps, mais même s'il ne reste pas beaucoup de temps d'ailleurs. Et il y a quelques incidents donc qui ont été signalés ici et là. Nous allons y revenir. Et ce sont des incidents que moi j'estime qui font partie donc de la vie donc d'une société. Et c'est là où plutôt il n'y a rien on va être surpris. Et elles ont été gérées donc par la FOSEP et par donc les partis avec beaucoup donc de diplomatie. Alors il faut saluer cette maturité là et espérer que les choses aillent de cette façon jusqu'à la fin, afin que le 20 on puisse dire bon, tout s'est bien passé et qu'on attende le 22 pour aller aux urnes. Merci. Toujours sur la campagne électorale, le journal Vox Populi qui écrit des jeunes aux personnes âgées, des villes jusque dans les champs, à pied ou sur les engins, unis et son candidat font le tour du Togo en mode séduction. Autre journal encore, c'est Canal D qui, à la page 4, écrit que le candidat du parti UNIR annonce la gratuité des actes de naissance et la suppression des frais d'inscription aux examens scolaires. Autre journal encore, l'Humanité qui écrit, lui, Fort et Sozimna Nyasingbe, conquérant, humble et réaliste. Et, monsieur le ministre, voilà ces titres de journaux. Alors, le bilan de vos 8 premiers jours de campagne, je constate que, comme un journal écrivait, votre candidat Fort Nyasingbe était hier à Tchaoudjo, et le journal dit même après la pluie, le beau temps. Mais avant Sokoré, votre candidat Fort Nyasingbe était également à Bafilo, à Mango, des territoires qui étaient présentés comme lui étant hostiles. Alors, comment avez-vous pu réussir à retourner les populations de ces localités à voir les images et les comptes rendus de campagne? Non, je vous remercie parce que cette campagne, au fond, jusqu'à maintenant, nous sommes plutôt heureux du déroulement de cette campagne. Et cette élection présidentielle a un avantage extraordinaire, que la période antérieure à la campagne s'est déroulée dans une sérénité que chacun a appréciée. Il me semble que nous sommes très heureux de ça. Tous les Togolais apprécient le fait qu'on ait passé une période préélectorale qui soit très peu conflictuelle. On a eu quelques joutes, quelques échanges sur les institutions, sur les désaccords que nous avons, mais cette période s'est très bien passée. Et la période de campagne confirme également le calme et la sérénité dans lesquels nos compatriotes abordent désormais, et j'espère que c'est durable, fondamentalement durable, c'est un nouvel ancrage dans la façon d'aborder les élections, et je pense que pour l'instant nous sommes dans une semaine calme. Effectivement, on a fait allusion à quelques incidents, on en reparlera, vous l'avez dit. Notre candidat a fait une quinzaine de localités, dont Tchaoudjo, Bafilo et Mango que vous évoquez. Au fond, peut-être que ça dénote aussi d'une mauvaise lecture que certains ont voulu donner de ces localités. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis particuliers dans ces localités qui ont amené naturellement à un renforcement de la sécurité dans ces milieux. Et je crois que les populations ont apprécié aussi le fait que finalement il ne s'agissait pas d'une opération contre elles, il s'agissait d'une opération pour elles.
Et le déploiement de forces dans certains milieux de fouilles à l'entrée de ville, dans le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faudrait peut-être que nous changions de façon d'aborder la relation avec les forces de sécurité et de défense, parce qu'elles sont d'abord à notre service. Je crois que les populations commencent à le comprendre, que le discours politique qui a tenté de démontrer cela comme une sorte d'oppression, de mise en quarantaine des villes, il me semble qu'aujourd'hui les uns et les autres se sont bien rendus à l'évidence que ce n'est pas le cas, même si je conviens que c'est un peu peut-être contraignant pour des raisons de sécurité. Merci. Les images qui circulent sur vos meetings montrent quand même de l'affluence. On voit votre candidat prendre des bains de foule dans des localités qui apparemment lui étaient présentées comme hostiles. Encore une fois, Sokodé, Mango et Bafilo. Mais de l'autre côté, d'aucuns vous accusent de faire de l'import-export, c'est-à-dire que vous transportez des personnes d'autres localités pour grossir vos meetings dans ces localités. Ça, c'est d'un. De deux, vos moyens de campagne. Vox Populi qui dit que vous faites campagne à pied, avec les engins des plus simples aux plus sophistiqués. Au nombre de ces engins-là, on trouve que le candidat du Parti uni mobilise ou mobiliserait des ressources et des moyens de l'État. Et Liberté qui titre aujourd'hui convoi de camions à destination du Togo, l'opposition ghanéenne qui accuse le président Akufo-Addo de soutenir Faure Gnassingbé. Alors qu'en est-il des moyens que vous mettez en œuvre pour circuler un peu partout dans le pays? D'abord, sur la question de l'import-export dont on nous accuse, au fond, cette rumeur est partie parce qu'on a eu ce malheureux accident qui est intervenu au début de la campagne dans la préfecture de la Bina. En fait, le président de la République fait aujourd'hui à peu près une quinzaine de localités. Dans la journée d'aujourd'hui, il va en faire à peu près 3. Il va être à Djereko, il va être à Guelouvé, il va être à Koumapé. Et quand vous regardez, nous avons l'avantage au moins, nous, de pouvoir tenir un minimum d'un meeting par préfecture. Ça voudrait dire que la préfecture, le lieu, le site sur lequel vous tenez le meeting dans la préfecture, naturellement, doit être rallié par les autres qui sont aux 4 coins de la préfecture. Pendant la campagne électorale, pour un meeting ou pour une réunion, il est évident que nous ne pouvons pas passer dans tous les villages ou dans tous les cantons. Lorsque la réunion unique est organisée au chef-lieu de la préfecture ou dans un site quelconque de la préfecture, nous mettons les moyens en œuvre pour pouvoir permettre à nos militants de venir écouter le message du candidat. Et il me semble que tous les partis politiques le font. Mobiliser, rallier des meetings pour faire passer un message, il me semble que c'est quelque chose de tout à fait normal. Nous sommes en campagne électorale et nous devons parler à du monde. En revanche, ce qui est interdit par la loi togolaise, c'est de faire des déplacements d'électeurs le jour du vote. Parce que cela, c'est une infraction pénale. Et donc ça, aucun parti, et nous n'avons jamais fait ça. La question de l'import-export dont on parle, vous faites un meeting à Ketao. La préfecture de la Bina, par exemple, compte 9 cantons. Est-ce que vous parlez, le président de la République qui arrive dans la Bina ne parle qu'à la population de Ketao? Non. Les 8 autres cantons ont envie de l'entendre et de savoir ce qu'il propose à nouveau et comment il défend son bilan. Et donc, naturellement, comme un grand parti installé dans toutes les structures du pays, toutes les structures administratives, préfectures, communes, cantons, nous mettons en place les mécanismes nécessaires pour permettre à nos militants et à tout électeur qui voudrait écouter notre candidat de pouvoir se rendre sur les lieux de ces meetings. C'est légal, c'est conforme à la loi togolaise et nous n'avons aucunement honte d'avoir fait ça. Et nous continuons à le faire. Je pense que les autres partis politiques également, peut-être qu'ils ont un déficit de moyens financiers qui font qu'ils ne peuvent pas le faire. À propos de moyens financiers techniques, notamment en termes de véhicules et de ressources humaines, les critiques affluent sur vous que unir son candidat font ou ferait leur campagne avec les moyens publics. Alors sur cette critique-là, je voudrais simplement mettre au défi tous ceux qui l'évoquent de sortir des preuves de cette affaire. Je voudrais expliquer plusieurs choses. La première, nous sommes un grand parti et nous sommes implantés sur tout le territoire. Je vous donne par exemple nos coordinations. Nous avons une structure pyramidale qui va du sommet depuis le directoire qui entoure le candidat jusqu'au plus petit village. Nous avons des structures installées qui fonctionnent. Nous avons une coordination d'à peu près 5000 personnes sur le territoire aujourd'hui. En coordination, pas en élément de terrain. Quand vous voyez le personnel que nous gérons pour ces questions-là, c'est une entreprise qui est mise en œuvre. Nous sommes un très grand parti et nous le reconnaissons, nous n'avons pas honte de cela. Même si nous ne voulons pas faire de triomphalisme important là-dessus. La deuxième chose, on nous accuse sur les moyens de l'État. Le parti UNIR anticipe toujours ces élections. Et nos militants cotisent. Contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons pas un seul franc qui vient en dehors des financements publics légaux, financement des partis politiques.
auxquels nous avons droit, comme tous les autres partis qui remplissent les conditions. Les financements qui sont annoncés que nous n'avons pas encore reçus pour la campagne, pour l'appui à la campagne électorale. Nous ne les avons pas encore reçus, mais nous anticipons déjà sur ces financements. Mais les financements que nous mettons en place pour cette campagne, le budget de campagne d'UNIR vient de la cotisation de ces militants. Quand on évoque les moyens de l'État, on parle principalement de l'hélicoptère qui est mis en place et que le chef de l'État utilise, que notre candidat utilise. L'hélicoptère que le candidat utilise a été affrété par le parti. C'est pas un hélicoptère du Togo. Donc, je crois que le fait d'avoir un moyen important, parce que c'est un hélicoptère, automatiquement on considère qu'il n'y a que l'État togolais qui est capable de mettre. Mais enfin, des Togolais affrètent des avions privés tous les jours. Vous savez que nous avons ici une station de jet privé. Et que des Togolais utilisent pour leur propre commodité, des chefs d'entreprise au Togo, utilisent pour leur propre commodité des jets privés. Est-ce que c'est l'État qui les paye? Il ne faut pas réduire forcément les Togolais à l'État quand il s'agit de certains moyens qui peuvent paraître exceptionnels. Merci, des Togolais ont les capacités de les faire. Les moyens... La deuxième partie que je voudrais évoquer. Oui. Nous avons des réunions dans lesquelles nous avons des militants qui viennent. Nous avons passé le message à tous les militants que nous ne voulons pas avoir de véhicules publics dans nos meetings. Naturellement, vous pouvez arriver dans un meeting où nous n'avons pas mis une police en place qui vérifie systématiquement si les 4000 ou 5000 personnes qui viennent dans un meeting sont venues par quels moyens, qui flashent systématiquement les plaques d'immatriculation. Il n'est pas exclu que nous ayons des brebis galeuses qui l'utilisent. Je ne veux pas dire que nos militants sont forcément des modèles, mais nous pouvons avoir ces extras. Ce n'est pas une consigne du parti. Le parti ne les a pas utilisés et ne les mobilise absolument pas. En revanche, nous annonçons encore une fois de plus que nous ne souhaitons pas voir des véhicules ou des moyens de l'État dans nos réunions publiques. Merci. L'autre aspect également, peut-être, comme vous le dites, les moyens sont les vôtres propres que vous mobilisez pour la campagne, mais il y a également cette disposition qui plafonne la campagne électorale pour un candidat à la présidentielle à 500 millions de francs. Avec les moyens que vous déployez, est-ce que vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser ce plafond? Nous déposerons, comme nous l'avons toujours fait, nos comptes de campagne à la Cour des comptes. Et cette année, personne n'y échappera. Tous les partis qui sont réfractaires à cela et qui ont été réfractaires par le passé, qui se le tiennent pour dit, ils déposeront cette année leur rapport financier à la Cour des comptes. Et à ce moment, la Cour des comptes dira qui a dépassé les plafonds qui sont autorisés par la loi. Merci. Quand je vous suis dans votre campagne, vous-même, votre candidat, vous partez d'abord du bilan des 15 ans de président de Faure Gnassingbé qui sollicite un 4e mandat pour consolider ses acquis, ses bilans. Mais justement, votre bilan, parlons-en avec le journal Canal D qui se demande si le bilan de Faure Gnassingbé parle en sa faveur ou en sa défaveur. Alors, ce bilan de 15 ans, un autre journal l'a analysé et c'est l'Alternative qui affiche d'ailleurs à sa manchette culture, politique, parité, genre, 15 ans de fiasco de président, du président candidat Faure Gnassingbé. Alors, votre bilan à la lumière de l'interrogation du journal Canal D et de l'appréciation de l'Alternative. Nous avons une dame autour de la table. J'aurais souhaité avoir son commentaire d'abord sur cette partie du bilan qui concerne le genre. Elle n'est pas dans votre équipe de campagne. Non, heureusement. Mais c'est une Togolaise et que je suppose que elle a un regard en tant que femme sur la politique qui a été menée vis-à-vis de la femme et plus généralement du genre. Mm-hmm. Mais on nous accuse de quoi au fond sur le genre? Vous savez, vous ne pouvez faire une appréciation d'un bilan qu'en prenant un point de départ. Dans l'absolu, quand vous donnez un chiffre, il ne vaut rien si vous ne le comparez pas à un point de départ. Donc, sur la question du genre principalement, le chef de l'État a fait une annonce sur la parité. Je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques. Mais vous savez, par exemple, qu'en politique, lorsque nous avons voulu faire sur les listes électorales la question de la parité, vous savez que c'est l'UFC à l'époque, je ne cache rien, qui s'en est opposé. En nous disant forcément que on ne peut pas, des femmes se sont battues sur, je vous donne un exemple très simple, c'est une position d'Isabelle Améganvi, qui est très claire là-dessus, que pour elle, la discrimination positive n'est pas quelque chose d'acceptable. Nous avons annoncé cela. Nous avons essayé, par exemple... Monsieur Trémois, à propos du nom que vous avez évoqué, une certaine sagesse demande de ne pas parler de l'absent. Oui, bien évidemment. Madame Ganvi n'est pas ici pour confirmer ou infirmer votre propos. Je voudrais que votre discours ne se tienne que à la campagne du candidat. Non, tout à fait, absolument. Mais en fait, si ça peut permettre que à la prochaine émission qu'elle s'exprime sur le sujet, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'ils sont candidats comme nous et naturellement, nous validons aussi leur position puisque c'est une position comparée. Nous avons deux offres politiques. Il y a celle qui considère que la discrimination positive n'est pas une excellente chose dans notre pays, mais nous considérons que la discrimination positive est utile. Pas la discrimination positive est utile. Et dans le cas du candidat, par exemple, si nous prenons en politique aujourd'hui, nous avons fait des efforts parce que nous avons
aujourd'hui donner un certain nombre de moyens pour encourager les candidatures féminines sur les listes électorales, qu'elles soient législatives, qu'elles soient locales ou qu'elles soient à d'autres fonctions importantes. Prenez par exemple le cautionnement qui est payé de moitié pour les dames et quand elles sont candidates par rapport aux hommes, c'est une mesure discriminatoire mais qui est positive pour encourager cela. Nous avons mis en place aujourd'hui des formations, le ministère de l'Action sociale avait énormément mis en place des formations sur le leadership féminin pour susciter des vocations, parce qu'en politique vous forcez pas les gens, il faut qu'ils sentent le besoin de concourir pour des fonctions publiques pour pouvoir le faire. Quand vous prenez dans les institutions aujourd'hui, nous avons fait l'effort d'élever le niveau. Prenez l'Assemblée nationale, au-delà de ce que cette institution est dirigée par une dame aujourd'hui, pour donner un modèle et une image forte, le nombre de femmes a augmenté à l'Assemblée nationale. Vous prenez aujourd'hui, c'est à peu près 30% des institutions togolaises qui sont dirigées par des femmes. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai. Donc nous avons fait au minimum les 30% de quotas qui avaient été demandés. Vous prenez sur la vie sociale et économique aujourd'hui, nous avons énormément renforcé le pouvoir d'achat des femmes. Le Fonds national de la finance inclusive dont on parle cible d'abord les femmes qui sont entrepreneuses, parce que vous savez que chez nous, une bonne part du commerce et du petit commerce est d'abord tenue par des femmes avant des hommes. Donc ces moyens financiers sont d'abord mis à disposition pour encourager les femmes. Prenez même dans l'agriculture, le taux des femmes qui sont dans l'agriculture sont un peu plus élevés que ceux des hommes, celles qui participent à l'agriculture dans notre pays. Un mécanisme comme le MIFA, le mécanisme d'incitation financière à l'agriculture, profite d'abord aux femmes. Nous avons pris sur le FNFI, on nous a rayé en disant, vous avez commencé par 15 000 francs, c'est ridicule, etc. Une fois de plus, ça n'existait pas. On l'a créé, on est parti d'une période pilote. Aujourd'hui, le FNFI est prêt à délivrer 5 millions de francs CFA, par exemple, pour des activités d'auto-emploi sur le sujet. On peut multiplier les chiffres, si vous voulez. Mais je pense que chez nous, dans notre cas et pour le parti uni, je rappelle simplement une déclaration que le chef d'État a faite, il me semble en 2010, si mes souvenirs sont bons, en 2011 au Palais des Congrès, c'était la parité, ce n'était même pas le quota qu'on demandait à l'époque. C'était la parité pour nous. Mais sur le chemin de la parité, vous avez un certain nombre d'obstacles que nous devons encore affronter, que nous devons abolir, des préjugés, y compris chez des intellectuels et des hommes politiques les plus implantés qui sont quand même réticents à l'émergence de la femme. Mais cela, ce n'est pas dans notre camp. Merci. Je rappelle que l'alternative passe les 15 ans de la gouvernance forte sous les angles genre, bien sûr, mais sur le côté politique, où il écrit 15 ans de dribble politique. Également les aspects comme la culture et autres aspects sont analysés par le journal L'Alternative. Mais si vous voulez, si vous préférez, monsieur le ministre, on va laisser peut-être aux auditeurs de revenir éventuellement sur cet aspect. Nous passons maintenant à la sécurité, comme Olivier l'annonçait tantôt. Alors sur la sécurité, la façon dont la sécurité est ou n'est pas tout au long de cette campagne électorale, le Canard indépendant qui écrit que les militants unis confondent la campagne électorale aux luttes et voilà. Les militants du UNI confondent la campagne électorale aux luttes et voilà. Ça doit vous faire sourire, monsieur le ministre. Bien évidemment. Autre journal, c'est Liberté. C'est Liberté qui écrit à la page 7 que le candidat Guillaume Kodjo s'insurge contre les violences, notamment durant la campagne électorale. Olivier Adja, il faut rappeler que c'est l'ANC qui s'est plainte et qui continue à se plaindre que des perturbations ont été exercées sur leur campagne dans les localités comme Saint-Cassé, Gando, Bassar, Sotouboua, pour ne citer que ces localités-là. Et l'ANC se plaignait que ces perturbations ont été occasionnées par des militants unis et sous le regard indifférent, voire complaisant de la FOSEP. Oui, bien sûr, vous avez bien rappelé les faits. C'est l'Alliance nationale pour le changement et ses cadres et militants qui sont en tournée, comme tous les autres candidats, qui s'est plaint. Mais au-delà de l'ANC, il faut se rappeler aussi que Georges William, coefficient de santé du peuple, a rapporté aussi un incident qui s'est déroulé, je crois, à Fagna, et si ma mémoire est bonne, le MPDD aussi. Donc, ces incidents sont arrivés à l'occasion, bien sûr, donc des manifestations ou de la campagne et de ces candidats. Et il faut dire que l'ANC indexe directement le Parti uni et ses militants qui seraient
à l'origine donc de ces troubles. Bon, je sais pas si la preuve est établie, mais tout compte fait, il faut dire que quel que soit le bord de ces personnes, le bord politique de ces personnes, les manifestations en temps d'élection sont libres et chacun est libre de manifester lorsque il tient informé, bien sûr, l'autorité compétente, c'est-à-dire, je crois, le ministère de l'administration qui demandait que les préfets soient informés, etc. Mais dans ces cas-ci, ça a été respecté et je ne vois pas pourquoi des gens organisés, qu'ils soient d'un parti politique ou non, puissent se lever et interdire une manifestation. Je crois que force doit rester à la loi et partout où ça va se passer, on doit voir la force de la FOSEP, parce que dans les prérogatives de la FOSEP, il y a aussi ces genres d'intervention. Donc lorsqu'on a l'impression que la FOSEP est dépassée, parfois certains estiment que c'est plutôt une complaisance. Donc c'est plutôt lorsque ça arrive qu'on voit les forces de l'ordre, comme ça a été fait d'ailleurs à Fagnan. On se dit vraiment que c'est un incident et les forces de l'ordre sont intervenues. Donc il faut lancer un appel à tous les candidats, à tous les militants, à tout le peuple togolais de faire un effort pour respecter chaque manifestation, chaque candidat, afin qu'on se dise que voilà, la campagne s'est bien déroulée. Mais j'ai dit au départ que ce sont des incidents mineurs qui arrivent partout. Donc c'est seulement la gestion et l'encadrement peut-être qu'il faut revoir. Merci. L'ANC et son candidat qui se plaignent. Hier encore, l'ANC a réitéré ses plaintes contre ceux que ce parti appelle les militants ou sympathisants d'UNI. Mais je rappelle que ces incidents ne figurent pas dans les comptes rendus que la FOSEP publie au jour le jour. Eh bien, M. Trimois, voilà un de vos challengers, un des candidats qui vous accuse nommément de perturber ces meetings et qu'un journal écrit également que vos militants confondent la campagne électorale aux empoignats des Valas. Mais vous savez, d'une certaine manière, il y a 6 candidats contre nous. Et donc, naturellement, que tous nous jettent la pierre. 6 candidats plus vous. 6 candidats contre nous. Non, plus vous. Et donc, que les 6 candidats qui sont contre nous jettent la pierre et veulent nous faire porter tous les malheurs de la terre, d'une certaine manière, on peut le comprendre, même si ce n'est pas normal. Je vous donne un exemple. Alors, qu'il y ait des incidents qui soient produits ou des face-à-face, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore arrivé à des violences, parce que le mot violence qui est utilisé, et notamment par un des candidats qui a été nommé du MPDD, dans son communiqué qu'il a publié hier, le mot violence a une connotation qui est différente du mot incident. À Sotouboua, par exemple, nous avons eu des face-à-face. Aucune des 2 équipes ne se sont touchées. Il y a des danseurs de chez nous, de nos équipes de campagne, qui effectivement... C'est peut-être ça qui a fait dire à l'autre qu'il s'agissait d'une confusion avec Evala, mais qui, naturellement, dansant comme nous le faisons souvent lorsque nous sommes en compétition et dans le nord du pays, on connaît très bien ces défis que des compétiteurs se lancent à travers la danse, naturellement sont allés un petit peu chercher ceux de l'ANC en essayant de les défier de cette manière. Mais vous avez pu voir qu'il n'y a pas eu d'échange de paroles, il n'y a pas eu d'échange de gestes, il y a eu des danseurs qui étaient en face d'une équipe de l'ANC qui était surexcitée et qui s'énervait de toutes parts. Naturellement, on ne peut pas accuser la force de sécurité des élections de n'avoir pas fait son travail, puisque sur la vidéo qui circule, vous pouvez très bien voir qu'ils ont fait un tampon entre les 2 camps. Ils se sont bien mis au milieu pour éviter que les 2 équipes se touchent. C'est un incident extrêmement mineur. Il me semble qu'encore une fois, je le dis, l'ANC parcourt des milieux dont elle connaît très peu la culture, et cela montre bien que dans ces équipes, il n'y a pas de locaux. Elle vient surtout avec de l'import. Alors, s'il y a précisément quelqu'un qui fait de l'import-export, c'est probablement eux, sur ce terrain-là. Sinon, ils auraient très bien compris de quoi il s'agit. Et ça montre bien qu'ils ne participent même pas au festival que nous avons dans notre pays et aux différentes cultures qui sont manifestées dans le pays. Sauf, M. Trimois, que vos danseurs auraient pu aller. Sotouboua, c'est quand même une ville assez grande. Non, je vous explique le temps. Mais c'est quelque chose sur lequel nous avons réinterpellé nos équipes. En disant, quand vous avez devant vous un interlocuteur qui n'a pas d'humour, on ne lui fait pas de blague. Bon. L'ANC n'a pas d'humour, nous en prenons acte, nous ne ferons pas de blagues. Et sur ce coup-là, nos lutteurs sont allés effectivement sur ce terrain, nous les avons repris là-dessus, en disant nous cherchons. Vous savez, nous, d'abord en tant que candidats, mais ensuite en tant que gouvernants, parce que nous sommes toujours quand même à la gouvernance du pays, nous n'avons aucun intérêt à ce que cette élection se passe mal.
nous n'avons aucun intérêt à ce que des provocations ou des incidents se produisent, parce que d'une certaine manière, c'est montrer aussi que le processus n'a pas été suffisamment encadré par le gouvernement. Et donc, nous ne pouvons en aucune manière et en aucun cas accepter que nos équipes provoquent ou que nos équipes créent des incidents. Et nous leur avons repassé le message une fois de plus. Donc, ce qui s'est passé à Sotouboua, c'était d'ordre folklorique et culturel, mais nous en avons tiré des leçons pour passer les messages à toutes nos équipes de campagne. Mais pour que ce genre d'incident ne se reproduise. Ces incidents n'ont pas été observés qu'à Sotouboua. L'ANC évoque également les étapes de Gando, de Bassar et autres. Alors, vous regarderez. Ce parti n'a pas pu tenir sa campagne. Alors là, c'est pour ça que j'évoque Sotouboua par rapport aux autres. Dans aucune autre localité, peut-être à Fagnan, dont je n'ai pas encore des éléments détaillés, mais dans les aucune autre localité, nous n'avons eu aucun contact avec les équipes de l'ANC. À Gando, dont il parle, il reproche au préfet d'avoir fait obstruction à leur meeting. Ce ne sont pas les équipes du NIR. Qu'il y ait des relations, leurs relations avec l'administration publique n'implique pas notre candidat, n'implique pas nos équipes de campagne. Mais là encore, le ministre de l'administration territoriale, et nous en prenons également acte, a expliqué en disant qu'il y a eu un défaut de communication de leur planning au préfet, aux administrations. Nous nous en tiendrons à cette version qui nous a été donnée par le ministre de l'administration territoriale et nous disons encore une fois de plus que nous ne sommes pas partie prenante à cela. Vous prenez à Dankpen, ils se sont retrouvés devant des chaises vides. Qu'ils imputent à leurs équipes de campagne sur le terrain leur incapacité à mobiliser du monde pour venir les écouter est une chose. Qu'ils aient des problèmes avec l'administration les réglera avec eux, mais qu'ils ne les imputent surtout pas à notre candidat et à nos équipes de campagne. Pour ce qui se concerne Sotouboua, j'en ai parlé parce que précisément nos équipes étaient en cause sur ce sujet-là. Mais quand je dis encore en cause, ce n'est pas des violences qui se sont produites, c'était tout à fait folklorique. Et il n'y avait aucune hostilité à l'égard de l'ANC. Tout le monde peut vérifier la vidéo et se faire son idée là-dessus. Mais, une fois de plus, nous avons repassé les messages à nos équipes pour dire nous ne souhaitons aucun incident de cette nature-là parce que nous ne gagnons pas, nous, à créer un incident pendant ce processus électoral. Merci. Toujours sur les incidents, heureusement mineurs jusqu'à ce jour. Un journal comme Front des démocrates s'en prenait à ses débuts d'escalade verbale, et un autre journal revient là-dessus aujourd'hui, c'est Vox Populi, qui écrit que Unir et les éternelles victimes s'attaquent verbalement, et à ces jeux d'aucuns laissent entendre que c'est votre candidat Faure Gnassingbé qui a dégainé le premier. Heureusement, il a dégainé seulement verbalement, et que vous-même, M. Trimois, et le ministre Gilbert Bahara, c'est vous également qui relayez le discours un peu trop dur à l'endroit des candidats de l'opposition. Non, nous ne relayons pas un discours dur à l'égard des candidats de l'opposition. Mais nous sommes dans une compétition. Quand les autres démontrent que nous n'avons pas de bilan, que nous sommes nuls, nous leur montrons qu'ils n'ont pas d'offre et que dans leur passé, quand ils ont gouverné ce pays, au moment où ils ont pu gouverner ce pays, ils n'étaient pas un modèle. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui nous donner des leçons à nous qui avons relevé le pays pour le remettre sur la selle, là où il se trouve aujourd'hui, en partant de quasiment zéro. Donc, voilà les propos. Je prends l'exemple de Agbeome Kodjo. Vous m'avez dit de ne pas citer les absents, mais je suis obligé de le faire parce qu'il a pu bien communiquer parlant des violences électorales. Mais ce monsieur récupère, par exemple, aujourd'hui, des plaintes d'autres partis comme l'ANC. Nous avons évoqué le cas de l'ANC ou bien de Santé du Peuple. Il n'est pas impliqué. Pourquoi est-ce qu'il se fait le relais en augmentant ça? Si ce n'est pas de la surenchère pour donner le sentiment que le processus se passe mal, qu'il y a des attaques partout, quand on annonce qu'il y a un plan d'élimination physique de lui-même, de son parrain, le prélat, et de l'assistant du prélat, qui serait validé par les autorités actuelles. Je cite, je mets les guillemets à cela. C'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas ne pas réagir à cela. Et ça, sur ce coup, nous réservons le droit dans les heures et dans les jours à venir de lui donner la réponse là-dessus. Nous ne pouvons pas laisser passer ce genre d'insinuation qui laisse penser que nous avons fait un planning d'assassinat de personnalités qui seraient candidates ou qui seraient des personnalités dans le jeu électoral. Il me semble que sur ces éléments de langage, si nos concurrents ne modèrent pas leur langage, naturellement, nous apporterons toujours la réponse. Mais nous tenons encore à dire une fois que le candidat Faure Gnassingbé est un homme de paix. C'est quelqu'un qui a consacré beaucoup d'énergie à ramener l'apaisement dans notre pays, la sécurité dans notre pays. Et naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure pour nos militants, nous tenons nos troupes et nous ayons de faire en sorte que ces troupes-là ne se lâchent pas sur des questions de violence. Mais vous avez pu entendre à la conférence de presse d'un de nos concurrents, puisque vous avez dit ne pas les nommer, qui annonçait en disant dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Mais il me semble que la sagesse n'est pas forcément... Vous voyez, c'est là où on voit que la sagesse n'est pas forcément liée à l'âge. Et Thomas Sankara disait que même les idiots vieillissent.
Donc vous voyez, on a sur des questions comme ça, dans une période aussi délicate, comment est-ce qu'un leader peut tenir ce genre de langage? Disant on nous insulte, nous insulterons, on nous frappe, nous frapperons. Mais en fait, c'est une façon d'appeler déjà à la riposte. Ce n'est pas normal. Nous appelons les uns et les autres au calme, à se calmer. Ce n'est que 15 jours de campagne électorale, de compétition dans lesquelles on se tangue les uns les autres. Mais je continue à dire, on se parle les uns les autres. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, nous parlons quand même entre candidats, en dépit de ce que vous pouvez voir comme étant les éléments extérieurs de la compétition. Donc, faisons en sorte que cette élection se passe bien, que nous modérions les uns les autres nos langages, que nous ne nous accusions pas à tort, que nous ne fassions pas de dénonciations calomnieuses. Merci. Je rappelle juste que la campagne électorale, c'est la période. C'est une opération de charme où les candidats vont vanter leur mérite aux électeurs. À ce jeu-là, il y a des promesses qui sont émises. La preuve, le journal Canal D qui écrit que le candidat du parti uni annonce, s'il est élu, la gratuité des actes de naissance et la suppression des frais d'inscription aux examens scolaires. Je sais que vous vantez d'abord votre mandat et votre candidat sollicite ce 4e mandat pour le consolider. Mais en plus de votre mandat, quelles sont ces promesses-là ou bien ces engagements que votre candidat et votre parti prennent devant l'électorat? Il y a ce que vous venez déjà de dire. Il rajoute également aujourd'hui la couverture santé pour tous les Togolais. Aujourd'hui, nous avons déjà bien évolué sur ce terrain. Je donnais par exemple pour les élèves. Initialement, quand on a lancé School Assure, on avait une cible de 2 millions d'enfants qui seraient couverts. Nous en sommes à 1,8 million. Donc, à peu près 90% de taux de couverture aujourd'hui là-dessus. Aujourd'hui, l'INAM, donc l'Institut national de l'assurance maladie, qui servait une couverture maladie exclusivement aux fonctionnaires, est étendue aujourd'hui aux étudiants. Et maintenant, nous ciblons 100 000 artisans qui vont être couverts. Mais le candidat vient de dire que nous allons avoir, à l'échéance de ce mandat, une couverture à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 100% pour toutes les Togolaises et tous Togolais. Tous les Togolais seront couverts à 100%. Campagnes, oui, on se l'a couvert. De Lomé ici jusqu'à Absolument, c'est ce qu'il a dit et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous avons déjà fait un bon bout de chemin. Ce qui veut dire au fond que la gratuité, puisque la couverture maladie, c'est la prise en charge, si vous voulez, des frais d'hospitalisation, de soins et de pharmacie qui sont liés à des pathologies qui sont constatées par les différentes, qui sont traitées dans les différents instituts sanitaires que nous avons. Et puis après, sur des questions plus liées par exemple à l'emploi, aujourd'hui, nous visons à mi-mandat les 500 000 emplois que nous avons, que nous attendons dans le cadre des retombées du programme national de développement et nous espérons dépasser cela. Mais encore les 500 000 emplois, aujourd'hui nous sommes déjà à peu près à 100 000 emplois et le reste à mi-mandat. Et donc nous pouvons augmenter puisque l'échéance du PND c'est 2022 et 2023 par là, on serait à peu près à mi-mandat au moment où on atteindrait ce chiffre-là. Donc nous avons de l'espoir d'aller au-delà de ce chiffre qui concerne l'emploi des jeunes. Merci. Donc, les auditrices, auditeurs réagiront éventuellement. D'abord sur votre bilan, également sur ces promesses-là que vous faites. Est-ce que c'est des promesses réalistes ou bien c'est juste une opération de charme? Nous allons écouter l'avis des auditeurs. Au cours de la campagne également, ça a commencé par les militants sympathisants, puis le mot a commencé à sortir de la bouche de votre candidat même, qui évoque éventuellement un coup KO, à savoir qu'il serait déjà élu au premier tour, alors que notre processus électoral comporte 2 tours. Sur les résultats éventuellement, Monsieur Patrick Lawson, premier vice-président de l'ANC, disait encore hier, citation, « Nous n'accepterons pas qu'on prépare les Togolais à accepter la fraude ». Alors, un coup KO que vous dites, est-ce juste un slogan de campagne ou bien vous y croyez sérieusement, M. Trimois? Nous y croyons, d'abord parce que nous sommes donnés les moyens pour cela. Nos compatriotes partagent très largement le bilan du président de la République. Vous avez pu voir toutes les foules qu'il déclenche quand il passe dans les localités. Et l'adhésion... Il ne faut pas confondre les foules qui viennent vous écouter aux électeurs qui iront voter en leur âme et conscience. Je suis d'accord, mais quand vous avez des candidats qui se retrouvent devant des chaises vides, c'est que leur discours lui-même n'est pas déjà apprécié. Et le seul aujourd'hui qui est capable de donner, par exemple, une promesse réaliste, vous avez parlé de promesses réalistes ou de promesses électoralistes, c'est nous. Précisément parce que nous avons le recul nécessaire sur l'expérience et que nous sommes dans la continuité des actions que nous avons commencées, que nous allons augmenter, amplifier, accélérer. Donc, naturellement, nous parlons de choses concrètes que nous touchons réellement. Mais pour revenir encore un peu plus aux promesses que vous avez électoralistes que vous avez évoquées, nos candidats, que peuvent-ils dire concrètement quand des gens nous disent qu'ils vont multiplier le SMIC?
comme si c'était par décret qu'on multipliait le SMIC. Mais le SMIC, c'est le résultat d'une concertation entre le patronat, les centrales syndicales et le gouvernement. Vous ne pouvez pas unilatéralement décréter que vous allez élever le SMIC sans concerter les deux autres partenaires. Donc, promettre que nous pouvons réfléchir avec eux sur l'augmentation du SMIC, oui, c'est une chose possible, mais dire et donner des chiffres, que vous allez pouvoir faire passer ces chiffres, sauf si vous avez déjà eu une concertation à l'avance avec eux qui vous ont donné leur accord là-dessus, c'est démagogique. Donc, vous avez un certain nombre de choses de cette nature que promettent nos concurrents qui ne sont pas attachés à la réalité de nos compatriotes. Alors, sur les promesses, il y a ce humour du journal Canal D qui titre en éditorial « Votez pour moi et vous aurez la mer à boire ». C'est un peu ce que vous dites, M. Trémois? Je n'ai pas très bien compris l'expression, peut-être que je ne suis pas dans la subtilité de sa phrase, mais « Votez pour moi, vous aurez la mer à boire », je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Ça dit que des promesses à l'infini. Alors, vous verrez que nous donnons quel type de promesses. Regardez par exemple aujourd'hui ce que dit le candidat Forest Nanya Singbe. Ce sont des questions qui sont, une fois de plus, réalistes. Nous ne ferons jamais de démagogie parce que vous êtes comptable de ce que vous faites. Quand nous disons que nous allons dédoubler la nationale pour permettre, naturellement, cela s'inscrit dans l'axe numéro 1 du PND. Nous avons un port sur lequel nous avons investi. Nous voulons faire un centre d'affaires de premier ordre au Togo. Faire un hub logistique, c'est-à-dire qu'en gros, être le centre dans lequel on va débarquer l'ensemble des marchandises, qu'on va ensuite le dispatcher dans les autres pays, etc. Nous ne pouvons pas faire ce genre de choses si nous n'avons pas les routes qui permettent d'accéder à ces pays qui sont nos clients potentiels. Donc, pour vous dire simplement que cette promesse-là, c'est quelque chose de concret qui est basé sur une logique complète. Bon, soit, mais vous tirez les axes, certains axes, ou bien vous tirez les axes du PND pour en faire des promesses des promesses de campagne. Or, c'est un plan qui est validé, qui devrait s'imposer au Togo, quelle que soit la personne du président. C'est-à-dire que si un candidat comme Fabre ou Agboyome était élu, le plan PND devrait également s'imposer à lui. Alors, si vous faites votre campagne sur la base du PND, on pourrait vous accuser de vous accaparer de quelque chose qui ne vous appartient plus exclusivement, même si l'idée est venue de votre candidat. D'abord, vous noterez que la plupart des candidats qui ont contesté et rayé le PND, qui se sont moqués de notre plan national de développement, quand on l'avait lancé au mois de mars dernier, de l'année dernière, aujourd'hui, ont tous copié le PND, en faisant des copies plates d'ailleurs et de mauvaise qualité. Nous avons un programme national qui est inspiré par le président de la République, notre candidat, qui est mis en œuvre et sur lequel nous continuons, nous tissons cette nouvelle corde au bout de l'ancienne. Précisément parce que nous avons les référents et les antécédents qui nous permettent de pouvoir rebondir sur la suite. Nous ne pouvons pas, les autres, ils font des promesses aveugles. Des gens ne connaissent même pas aujourd'hui le chiffre du budget du Togo. Et donc, comment peuvent-ils vous promettre de le multiplier quand ils ne savent même pas par combien ils vont le multiplier et quel est le point de départ? Aujourd'hui, des gens vous disent, mais nous allons faire, par exemple, la santé gratuite. Combien ça coûte de faire ça? Les gens ne savent pas combien ça coûte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des promesses aveugles. Puis ensuite, ils vont vous dire en cours de chemin, mais vous savez, oui, mais parce que pourquoi, etc. Ils n'ont pas réussi cela. Nous avons eu des ambitions. Nous avons eu le temps, et le chef de l'État, notre candidat, l'a dit encore une fois, nous n'avons pas tout fait. Précisément parce que certaines de nos ambitions, au fur et à mesure, nous avons mesuré les obstacles qui nous ont ralentis sur certains chemins. Aujourd'hui, nous savons mieux comment les contourner, comment les abolir. Donc, nos promesses ne sont pas des promesses fallacieuses. Ce sont des promesses qui sont liées à notre gestion en cours et donc qui sont la suite naturelle de ce que nous faisons. Et le programme national de développement, c'est un point fondamental de cet avenir que nous rêvons. Sur les promesses, il y a le quotidien bi-hebdomadaire, l'Union pour la patrie, qui parle de promesses, les promesses qui s'enchaînent. Les auditeurs sauront faire la part de ce qui est réaliste, de ce qui s'apparenterait à autre chose. Mais revenons encore à votre slogan. Vous évoquez un coup KO au soir du 22 février, soit. Mais il y a un autre candidat, et c'est Agboyome Kodjo, et de lui, le confrère Canal D écrit, Agboyome Kodjo, qui dit, dès le 22 février, je vais essuyer les larmes des Togolais. Et au lancement de sa campagne, Agboyome invitait la population, les électeurs à voter massivement. Et il a dit que si les Togolais votaient massivement à partir de midi déjà, il pourrait commencer à constater sa victoire naturellement sur vous, M. Trémois. Alors, déjà, pourquoi nous gagnons un coup KO? Ensuite, je répondrai à celui qui évoque le fait qu'à midi déjà, il serait proclamé élu. D'abord, nous gagnons un coup KO
J'ai parlé du bilan de notre candidat, j'ai parlé de sa personnalité. Mais nous gagnons un coup KO parce que simplement l'élection est contrairement à ce que nos concurrents pensent. Et c'est une erreur de calcul fondamentale, je pense, qui est même liée à leur réclamation de l'élection à 2 tours. Ils sont convaincus que l'élection se joue au 2e tour. Non. L'élection est d'abord faite au 1er tour. Et le test dit bien, si seulement on n'est pas élu à la majorité absolue au 1er tour, que s'organise un second tour. Le second tour, c'est une session de rattrapage. Ce n'est pas l'élection. L'élection, c'est au 1er tour. Et donc, naturellement, nous capitalisons sur le 1er tour, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut réussir. C'est comme si vous alliez voir un examen à l'université et vous dites, moi, je vais réussir à la 2e session. Vous allez d'abord à l'examen pour réussir à la 1re session. C'est éventuellement lorsque vous ne réussissez pas à la 1re session que vous allez à la 2e session. Et donc, tous nos camarades concurrents ciblent sur la session de rattrapage. Nous ciblons sur la 1re session qui est la session réelle de l'examen. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, nous avons gagné 20% de part sur les terres traditionnelles de l'opposition depuis les 2 ou 3 dernières élections. Nous avons un score constant à peu près qui varie entre 58% et 62% selon les élections. Nous, à partir de là, nous capitalisons sur ces scores passés, nous les renforçons sur les avancées que nous avons sur le terrain de l'opposition aujourd'hui, et il n'y a pas de raison pour lesquelles nous ne gagnerons pas au 1er tour. Mais quand nous revenons, par exemple, à ce que dit notre concurrent du MPDD, déjà, est-ce que cela ne vous paraît pas bizarre que quelqu'un vous dise qu'à midi, alors que le bureau de vote ferme à 16h, qu'à midi, il est déjà proclamé élu? Comment le sait-il? Même s'il a des délégués dans les bureaux de vote, ils n'ont pas suffisamment de remontée des résultats à midi pour se proclamer. Si ce n'est la préparation des esprits à une autoproclamation. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Parce que nous regardons les petits cailloux que les uns et les autres mettent pour contester les élections postérieurement. À cela, on me demande qu'est-ce que j'en sais. Mais j'en sais suffisamment pour pouvoir le dire. Mais encore, sur ces terrains-là, nous n'accepterons pas tous ceux qui anticiperont une proclamation des résultats avant les instances nationales qui sont chargées de faire cette proclamation. Donc, que chacun se le tienne pour dit, le jour de l'élection, que ce soit à midi ou à 22h, il n'y a que les instances chargées de proclamer officiellement les élections, les résultats des élections, qui seront chargées de le faire. Tous les autres candidats peuvent très bien faire les remontées des résultats dans leur QG, se donner une idée, estimer qu'ils sont en avance ou pas en avance et tirer les conclusions pour eux. Donc sur ces questions-là, nous devons continuer la façon dont nous avons commencé cette élection, que nous restions dans ce même esprit jusqu'à la proclamation des résultats. Et s'il y a des contestations, qu'elles s'exercent par les voies légales, les voies officielles qui sont prévues par notre... Merci Olivier Adja. Il faut rappeler qu'à ce niveau-là, que selon la loi électorale, il revient exclusivement à la CENI de donner les premiers résultats provisoires et globaux. Ensuite, ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui connaîtrait éventuellement des recours, laquelle Cour constitutionnelle a formé suffisamment de personnes pour sur les modalités du contentieux électoral, laquelle Cour constitutionnelle également qui forme pas moins de 400 observateurs qui seront déployés sur le territoire national le jour du scrutin. Toujours pour ce qui concerne l'observation, il y a l'alternative qui est écrite ce matin que la francophonie, l'OIF, dépêche une mission d'observation électorale à Lomé. Également, il y a eu 48 heures, la CENI a reçu les représentants du G5, les représentants diplomatiques de l'Allemagne, France, États-Unis, Union européenne et Nations Unies. Et à ce niveau, Vérité des peuples titre aujourd'hui que le G5, au sorti de la rencontre avec la CENI, se félicite des efforts de la CENI pour une élection apaisée. Mais ce qui continue à faire polémique, c'est le NIET, le nom que le ministère de l'administration territoriale a signifié au Conseil épiscopal Justice et Paix, qui voulait observer les élections, que Payado Aboukessi lui dit non. Liberté revient sur le sujet aujourd'hui et nous présente les coulisses du refus d'accréditation au Conseil épiscopal Justice et Paix. Oui, il faut dire que l'élection, les observations, le processus même est surveillé à la loupe par nos partenaires. D'abord, vous avez parlé du G5 qui est composé des ambassades d'Allemagne, de France et le PNUD et puis la délégation Nations Unies et Union européenne. Voilà, donc et je crois que ce sont des partenaires qui nous permettent d'avoir une garantie. Donc d'abord au niveau de la bonne organisation de ces élections, mais aussi de leur transparence. Et au-delà de ça, nous avons aussi d'autres observateurs qui arrivent
même si certaines diplomaties ou certains grands pays ont annoncé qu'ils vont pas envoyer d'observateurs. Et pour la commission justice et paix de l'Église catholique, ça c'est un problème un peu difficile parce que on a vu le ministre, vous l'avez rappelé, qui a refusé donc l'observation à cette entité. Et il faut rappeler aussi que je crois les élections locales aussi, il n'avait pas pu donc observer ces élections-là. La commission ne s'était pas prononcée, n'avait pas fait demander d'actualisation pour les législatives, mais elle avait fait pour les locales, ce qui lui avait été aussi refusé. C'est ce que je dis. Donc le ministre a expliqué du moins les raisons qui motivent donc cette décision. Et on a aussi écouté l'Église catholique qui est sortie donc avec ses évêques qui ont botté en touche ces accusations. Bon, mais quand même, je crois que l'État ou bien le ministre jouit ou fait montre de sa prérogative et il a le droit donc d'interdire ou d'autoriser. Alors, il a décidé. Bon, nous on doit que prendre acte. Toutefois, et je crois que en tant que citoyens togolais, nous demandons seulement une élection qui réponde à tous les critères donc de transparence et qui soit. Et puis que au lendemain de ces élections, on n'assiste pas à des scènes sempiternelles où voilà donc des candidats manifestes se lèvent et disent qu'ils ont été donc volés parce que il y a des raisons ou ils ont donc des raisons de le dire. Je vois la manière dont avec laquelle plutôt les candidats sont en train de battre campagne. On sent qu'ils sont totalement engagés et qu'ils croient au processus qui est en cours. Quand vous prenez du côté de l'opposition, tout le monde bat campagne comme si tout allait aller bien et croit que tout va aller bien. Je vois aussi le candidat donc du NIR ou du parti au pouvoir qui mouille le maillot totalement et plus que d'habitude d'ailleurs pour convaincre les électeurs. Donc je crois que le meilleur va gagner et doit gagner de façon donc de façon claire et transparente et que à la fin on s'embrasse entre Togolais, on se dit que on a relevé ce défi-là. Merci Roland Diatoubé sur la transparence et la fiabilité de l'élection en aval, surtout avec la proclamation des résultats. Oui, je suis tout à fait d'accord, je soutiens Olivier. En tant que citoyenne, comme monsieur le ministre m'avait voté dès le départ, et nous avons nos mots à dire, nous observons, et la seule chose que nous voulons, c'est la paix. La paix comme la prône les ODD, et surtout l'ODD 16, paix, sécurité, et des institutions fortes, c'est ce que nous voulons, parce que chez nous, à Dopo Kemefa et à Vumolona, et nous sommes les écologistes, et j'ai des questions pour vous, monsieur le ministre, pour votre candidat, où placer l'agenda des questions environnementales dans vos promesses. Parce que je vois que sur les posters, on voit le candidat souvent avec les enfants et avec les femmes, ce qui veut dire que la question du genre, qui est l'ODD 5, est au cœur de l'agenda du candidat. Il y a aussi l'ODD 4 qui est la question de scolarisation, l'ODD, si nous prenons l'ODD 6 ou bien l'ODD 8, qui est l'emploi des jeunes, tout ça là est au cœur. Maintenant, au niveau des autres challenges aujourd'hui, c'est-à-dire les gros défis environnementaux, où placez-vous cet agenda dans vos promesses? Merci, monsieur le ministre Diatoubé, vous nous excusez. Le ministre a noté les questions, il va y répondre, mais il est l'heure pour les auditeurs qui s'impatientent déjà. Le temps jusque nous acquittions d'un devoir confraternel. Notre confrère et ami Fousseni Saïbou, c'est un grand amoureux. Il a choisi d'être né le 14 février. Tout amour, joyeux anniversaire à Fousseni Saïbou, qui se conjugue avec amour, surtout avec son épouse. Eh bien, nous allons ouvrir les antennes aux auditeurs sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68, juste le moment d'un clin d'œil commercial. 93.5 Canal FM.
Eh bien, nous vous ouvrons les micros pour toute observation, toute critique comme question à adresser à monsieur le ministre. Mais nous vous prions à la netteté, à la concision et la critique la plus dure, mais quand même dans un gant de velours de courtoisie. Et nous en serions bien heureux. Le premier auditeur en ligne, déjà, c'est... Le temps que j'ouvre... Apollinaire, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, le ministre vous écoute. Ok. Bon, je vais poser une question à le ministre, quoi. Je vais lui demander, est-ce qu'il y a la paix au Togo quand même? Oui. Il peut me répondre ça directement. Très bien. Monsieur le ministre, Oui. Est-ce qu'il y a la paix au Togo quand même? Mais il me semble que c'est constatable par les uns les autres. Hein? Il y a la paix au Togo, simplement de regarder un peu sur les pays de la sous-région pour vous rendre compte que nous avons un bien très cher qui est la paix et nous devons la préserver. Merci. En attendant la prochaine question, déjà Sandro qui est en ligne. Bonjour Sandro. Bonjour Sass. Oui. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. J'ai deux petites questions pour vous seulement. Le premier, je voulais vous demander si un de vos enfants au CE2 vous posez la question, avec l'exemple que Nelson Mandela avait fait 4 ans pour laisser le pouvoir, et pourquoi le président lui se représente encore pour briguer un 4e mandat. Bon, j'avais donné ma réponse la dernière fois, ça passe. Laissez le ministre vous répondre. Maintenant, votre deuxième question. Deuxième question, à propos de la paix dont le premier auditeur avait parlé. Si nous estimons que c'est l'État qui nous garantisse la paix, et pensez-vous que si un autre candidat est élu après le 22, l'État ne peut plus nous assurer cette paix et c'est uniquement le candidat, le président actuel qui peut nous garantir cette paix? Merci. Monsieur Trimois. Oui, bon, Mandela qui a fait un mandat de 4 ans, il est parti. Votre candidat sollicite un 4e mandat de 5 ans. Mandela a fait 4 ans, il est parti précisément parce que l'Afrique du Sud sortait d'un système d'apartheid, c'est-à-dire donc un problème purement sud-africain. Ça voudrait dire que chaque pays réagit en tenant compte de son histoire, de ses difficultés et de ses préoccupations locales. Nous venons de loin, nous rappelons toujours cela, nous venons de loin. Nous n'avions pas la limitation de mandat avant au Togo. Maintenant, nous l'avions eu. Nous avons fait ce débat pendant 2 ans, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, dans le contexte togolais, naturellement, les règles ont été accepté de sorte à permettre à tous les Togolais pour cette élection de pouvoir y participer. Et je rappelle que pour Mandela, c'est lui-même qui avait décidé de le faire, c'est pas la loi qui lui interdisait et c'est pas ses opposants qui lui ont interdit non plus. Donc dans le cas du Togo, naturellement, nous avons choisi que notre candidat serait candidat. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde l'a accepté, hein. La campagne a avancé, nous sommes à plus d'1 semaine, donc le débat est derrière nous. Merci. Sur la paix, Pour est-ce qu'il y a que UNIR et son candidat qui peuvent assurer la paix aux Togolais? Je pense que tout chef d'État a la préoccupation de la paix, puisque vous ne pouvez pas, c'est un ingrédient, c'est une condition du développement. Si vous n'avez pas la paix, vous pouvez rien faire. Vous pouvez regarder dans les autres pays où il y a la guerre, etc. Ils ne peuvent pas poser une brique sur l'autre. Et donc, c'est une condition nécessaire à cela. Nous disons aujourd'hui que dans le contexte du Togo, je vous donne un exemple, des candidats ont insulté les forces de sécurité et de défense, ont créé une relation délétère avec elles. Même pendant cette campagne, on entend encore des gens qui espèrent que des forces de défense vont voter pour elles 48 heures avant, mais qui continuent à les insulter, à les incriminer et à ne pas compatir à leurs difficultés. Peut-on considérer aujourd'hui qu'une relation saine va s'instaurer? Personnellement, j'en sais rien. Mais enfin, je sais que les forces togolaises sont républicaines, qu'elles sont capables de sursaut au-delà de ces questions-là. Mais nous disons que nous avons un candidat qui a montré qu'il est chef suprême des armées et qui a pu créer les conditions de la paix. Merci. L'auditeur suivant, c'est abonné sûrement. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour au ministre. J'ai une question et un commentaire sur lequel il peut faire une analyse là-dessus. Allez-y rapidement. En 1 minute, s'il vous plaît. La petite question, c'est... Vous avez géré le pays pendant au moins 5 ans sans scanner. Comment sans scanner, oui, sans scanner dans nos hôpitaux. Qu'est-ce qui prouve que avec le mandat qui arrive, vous auriez à mettre les scanners dans les hôpitaux? C'est la question. L'analyse, c'est par rapport aux moyens. L'État doit mettre à disposition des petits candidats 60% du budget pour les campagnes. Mais vous avez dit, chez vous, c'est les militants qui ont cotisé pour qu'on puisse avoir les belles affiches que nous avons dans la capitale. Maintenant, moi, mon analyse là-dessus est la suivante. Pendant 5 ans, on a dirigé le pays dans l'impunité.
où des gens se sont volés 17 milliards, 600 millions par ici et 24 milliards par ici. Si je suis militant chez vous et j'ai cette somme à ma disposition, il me dit seulement de faire quelques affiches pour que l'impunité continue. Est-ce que ça serait difficile à moi? Merci, abonné. Monsieur le ministre, la première question. Bon, pour la première question, nous avons mis des scanners. C'est vrai que nos scanners ont eu quelques difficultés, notamment de sabotage. Je prends ceux du CHU qui avaient été mis en place, entre autres, ont été sabotés systématiquement. Mais vous n'avez pas puni les auteurs de ces sabotages? Je pense que vous gagnerez à recevoir le ministre de la Santé qui vous donnerait les détails de cela, parce que si on embraye sur ce sujet, je pense qu'on épuiserait tout le temps de l'émission. Mais enfin, aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'hôpital Saint-Péregrin qui va être réceptionné au mois de juillet, est un hôpital qui est équipé au dernier cri de l'équipement possible en matière de médecine. Quand nous parlons d'hôpital de référence, c'est bien précisément parce que c'est vers cet hôpital qu'on va référer tous les patients qui ne pourront pas être traités dans les autres hôpitaux de moindre envergure. Et donc, naturellement, il sera équipé sur tous les plans, pas seulement d'un scanner, mais tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. Et le scanner même est déjà commandé. Je crois qu'ils en ont 2 ou 3 qui vont arriver. Mais il n'y a pas que le Saint-Péregrin, il y a tous les hôpitaux régionaux. Non, je donne celui-là en exemple parce qu'il sera réceptionné au mois de juillet, donc il est constatable. Et je dis encore une fois de plus, on peut toujours organiser aujourd'hui, si vous le souhaitez, une visite de chantier pour que chacun se rende compte de l'état d'avancement de ce projet-là. Merci. Mais ça va être multiplié dans toutes les régions. Oui. Donc, précisément à partir de là, nous allons... Rapidement, sur la question, n'est-ce pas ceux qui continuent à bénéficier de l'impunité après avoir volé de l'argent, n'est-ce pas ceux-là qui financent votre campagne? Je crois, et là, je suis obligé de reprendre un peu ma casquette de ministre des Droits de l'Homme. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit la présomption d'innocence. Ce travail a été fait par la Haute Autorité de lutte contre la prévention de la corruption qui a transmis un dossier aujourd'hui au parquet. Et donc, la justice en est saisie. Il me semble que tant qu'on n'a pas encore abouti définitivement sur le processus judiciaire, nous ne pouvons pas anticiper les responsabilités. Mais deuxième observation sur la question, on a souvent l'impression, quand on parle de corruption ou d'affiches ou d'administration, qu'il s'agit que des militants unis. Mais les autres partis politiques ont des militants qui sont dans l'administration, qui sont à des fonctions importantes et qui sont aussi exposés à la corruption ou au détournement. Donc nous ne pouvons pas imputer simplement cela en disant ce sont des cadres de tel ou tel bord qui ont le monopole de cette... Merci monsieur Trémoine, l'auditeur qui attend en ligne. C'est monsieur Comlan, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, moi j'ai un petit souci avec... Il y a trop d'écho autour de vous, vous éloignez un peu le poste? Ah, ok. Moi j'ai un petit souci à propos de notre président là. Oui, exprimez votre souci. Oui, moi j'aime bien le président fort. Mais ses amis qui sont à la tour de lui, c'est ça, leurs propos, tout ça, c'est ça qui m'énerve moi. Pourquoi on peut nous dire que c'est le président fort seul qui peut nous assister à faire quoi, à la sécurité, tout ça là? Et si c'était lui et Didier Rolls à côté de Gara, donc il ne peut pas laisser le pouvoir. Et il faut avoir pitié d'être colère. Aujourd'hui, nous on souffre. Là où on va dormir aujourd'hui, on ne sait pas. Mais à côté d'ici, avoir réserve, c'est ses amis, les ministres qui partagent les réserves aujourd'hui. Il est parti, mais M. Triman, vous avez écouté l'essentiel de ses soucis. Non, je pense que notre ami doit aussi relativiser un peu ses positions. Vous avez aujourd'hui 7 candidats à une élection présidentielle. Chacun vante les mérites de son candidat. Et naturellement, nous disons que sur ces questions-là, le nôtre est le meilleur. Il a l'expérience, il l'a déjà fait, il l'assure et nous pouvons aujourd'hui, nous en profitons tous les jours. Donc sur ces questions-là, naturellement, je l'apprécie et je voudrais encore le féliciter une fois de plus d'apprécier le candidat fort et j'espère bien qu'il votera pour lui le 22 pour pouvoir continuer cela. Merci. Pour ses collaborateurs, le président s'en chargera. Merci. Monsieur Ouro Aline, bonjour. Bonjour, monsieur Sass, comment vous allez? Ah, nous allons bien. Je salue son excellence. Merci bien. Ok, allez-y. Je suis un homme qui prône la paix, j'aime la paix. Et vous savez, tout ce qui se passe dans notre pays, essayez de regarder dans la sous-région ce qui se passe. Et si nous avons la paix d'aller au travail, d'aller partout, nous devons remercier le Seigneur et remercier l'autorité. Même la Bible a dit de respecter les autorités. Laissons la madame de tout ce qui se passe. Mais ce que je voudrais demander à son excellence, et quand vous les appelez, ils sont inaccessibles. Tu vas à l'audience, on te dit le ministre n'est pas là, alors qu'il est dans son bureau. Donc l'occasion fait le larron. Moi j'ai été plusieurs fois chez le ministre Trémois. Oui. Je n'ai jamais eu.
près de 2 mois. L'occasion fait le larron, qu'il me donne son contact. J'ai besoin de le voir. Oui. Ils sont là pour nous. Merci. Je vous en prie, monsieur Trimois. Mon contact, c'est le 90 53 53 53. Allez-y, encore Et je vous assure plus posément. C'est le 90 53 53 53. Ça, c'est une chose de donner le numéro. Maintenant, quand on vous appelle et qu'on on veut vous voir, il faut voir avec mon secrétariat. Mais sinon, effectivement, vous savez, nous sommes sur un chantier qui fait qu'on se déplace un peu souvent. L'idéal, quand vous arrivez au bureau et que vous n'arrivez pas à me voir, surtout si c'était pas un rendez-vous, il vaut mieux prendre immédiatement rendez-vous avec ma secrétaire qui tient l'agenda. Et si je ne suis pas là, dès que j'arrive, je reçois toujours. Mais je présume que c'est pas votre secrétaire qui gère votre numéro direct que vous venez de communiquer. Non, je vous assure, aujourd'hui c'est Saint-Valentin, je suis marié d'une seule femme et donc d'un seul numéro. Merci beaucoup. Le suivant déjà, c'est Vihoro. Oui, allô, bonjour. Après, on aura Vieillé. Non, monsieur, bonjour. Oui. Oui, c'est pour poser une question au ministre. Il vous écoute. D'accord. Et si, je fais partie de l'Union, si on est sûr de gagner là, pourquoi ne pas modifier la CENI? Pardon? La CENI, la composition de la CENI. Oui. Merci. Monsieur Trimois, si vous êtes si sûr de gagner, même au premier tour, pourquoi ne pas modifier la CENI? Je rappelle juste la question de l'auditeur. Oui, précisément parce qu'on ne peut pas modifier la CENI en cours de parcours. Le test togolais dit que la CENI est composée sur la base des résultats des élections législatives. Et c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Quand nous avons fait les élections locales, qu'un certain parti a estimé qu'au vu des résultats des élections locales, on devait modifier la CENI. On ne peut pas adapter la loi à la stratégie des partis à chaque fois que ces stratégies changent. Il faut que la stratégie des partis s'adapte à la loi si nous voulons avoir une stabilité dans le pays. Donc, c'est la raison pour laquelle la composition de la CENI, pour l'instant, ne peut être que basée sur ce qui existe. En revanche, après l'élection, si nous voulons faire une réflexion globale sur le code électoral et modifier et la CENI et les mécanismes de transmission des résultats, naturellement, tous les acteurs politiques en discuteront. Merci. Nous prenons encore deux questions. Comme l'envie d'avait dit, bonjour. Bonjour, l'invité. Oui. Je le salue. Il vous salue. Je vous salue également. J'ai deux préoccupations. Il a parlé de la paix et il vante la paix comme c'est quelque chose qui est décrété par le pouvoir. Or, si vous voyez, au Togo, dans toutes les contrées du Togo, toutes les villes sont militarisées, y compris même les villages reculés. Est-ce que c'est ça la paix? La fois passée, je revenais du Ghana avec un ami. On était allé acheter quelque chose à Grand Venin. Et il est rentré, il a vu les militaires avec leur jeep. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, c'est la sécurité. Il dit, non, qui va retourner? Est-ce que c'est ça la paix? Secondo, il est en train de vanter que le président sort à faire des merveilles. Et il accuse ses adversaires qu'ils font des promesses démagogiques. Or, en 2015, quand le président est arrivé, il avait parlé de mandat social. Où en est-on avec ce mandat social? Alors que les hôpitaux, il n'y a pas de scanner. Quand le fort est arrivé, il ne faut que renvoyer des gens dans les sociétés, y compris même l'auteur. Merci. Je vous en prie. Alors, nos commentaires de ma part, monsieur le ministre. Merci. Sur la question de la paix, je pense que c'est vrai, nous évoquons la paix qui est liée à l'insécurité, etc. Mais la paix, c'est un concept très profond, qui implique énormément de choses. Par exemple, aujourd'hui, quand vous ne financez pas les activités des jeunes et des femmes, vous mettez aussi en difficulté la paix, la sérénité, la tranquillité. Donc, c'est tout le monde qui participe à la paix. Ce que nous disons, c'est que le président de la République est un leader qui a une vision sur la paix et qui mobilise l'ensemble de nos énergies pour que nous puissions réaliser cela. Sur la question du mandat social, et c'est pour ça que nous disons encore une fois que le mandat social, on nous critique énormément sur le mandat social, parce que précisément au point de départ, il y avait beaucoup d'attentes. Les conséquences, et je prends l'exemple de la santé qui a été évoqué toujours sur les scanners. Mais je rappelle encore une fois que 90-2015, les grèves générales illimitées, la rupture de la coopération ont laissé des traces principalement sur les questions sanitaires. Et donc, les hôpitaux se sont dégradés. Quand vous avez aujourd'hui des médecins qui passent leur temps à nous expliquer le droit constitutionnel, à faire des marches dans la rue, au lieu de s'occuper de leurs patients et qui tiennent des mouvements de la société civile, est-ce que cela vous semble normal d'abandonner les malades
pour aller s'occuper de la chaussée. Mais il ne faut qu'exercer leur droit civique. Je suis totalement d'accord à cela, mais en fait, s'ils l'exercent au mépris et en déficit de leurs propres compétences pour lesquelles ils ont été formés, qu'ensuite ils vont vendre la suite de leurs compétences à des secteurs privés en donnant des interviews dans des cliniques privées parce qu'ils sont payés plus chèrement dans les cliniques privées, il y a un problème fondamental là-dessus. Donc, il y a de l'ordre à remettre. Mais nous disons que sur le mandat social ne se limite pas exclusivement à la santé. Nous avons parlé de la question de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de la question du financement de l'agriculture, nous avons parlé de la question du renouvellement de la vie chère, du pouvoir d'achat, etc. Et donc, il y a plusieurs volets dans le mandat social. Nous avons géré un certain nombre. Aujourd'hui, nous partirons en priorité sur les questions sanitaires. Je me rappelle, votre candidat, Lumar, a reconnu qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils ont promis. Monsieur Patrick, nous allons terminer par là aujourd'hui. Bonjour Patrick. Allô Patrick. Allô. Oui Patrick. C'est pas Patrick. Ah c'est Monsieur Kokou. Monsieur Kokou. Ouais. Eh bien nous vous écoutons. Je salue Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Kokou. Je voudrais poser deux petites questions. Allez-y. Qu'est-ce que le gouvernement togolais met le terme élection apaisée? Or, nous savons tous qu'une élection, une sorte de fête. Qu'est-ce qu'on craint? On crie sur tous les trois élections apaisées. Je voudrais savoir ce qu'on veut mettre. Merci. La deuxième question? Secondo, quand le ministre nous dit aujourd'hui que les docteurs sont sur la route, ils abandonnent les patients, ce n'est pas eux-mêmes qui ont favorisé le secteur privé. Qu'est-ce qu'il dit de ceux qui nous laissent dans les hôpitaux officiels et s'occupent dans les privés? Merci l'ami Kokou, monsieur Trimois. Oui, bon, sur la notion vocable élection apaisée. Sur l'élection apaisée, il me semble que nous donnons un contenu que tout le monde comprend. C'est parce que précisément nous avons connu des élections troubles qui ont donné lieu à des violences, à des moments difficiles, que le mot élection apaisée rappelle que le temps de l'élection n'est pas un moment de guerre entre nous. C'est un moment où nous devons fraterniser. Nous sommes en concurrence, bien évidemment, mais nous devons, sur la courtoisie, comme Sass Gaou arrive à le faire sur son plateau régulièrement, nous devons rester dans cette courtoisie-là, nous parler, nous critiquer, mais en tenant les bons termes, et puis faire en sorte que le lendemain de l'élection, nous puissions continuer à être les mêmes membres de la même famille que nous sommes au Togo, sans que il y ait des ruptures là-dessus. Sur la question du public et du privé, naturellement, nous sommes en train d'aller vers un choix unique. Vous ne pouvez pas être médecin dans le secteur public, aller dans le secteur privé, donner des cours, référer vos patients qui viennent au CHU dans une clinique privée parce que là-bas vous allez utiliser. Puis quand ils sont en difficulté dans la clinique privée, vous les ramenez au CHU parce que vous n'avez pas le choix et la compétence nécessaire. Il faut que cet aller-retour entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de la santé cesse. Et pour le prochain mandat, il y aura un nouveau leadership dans le secteur de la santé. Merci. Maintenant, la question de Madame ODD. Quelles sont les préoccupations ou bien quelles réponses votre candidat Fornia Singbe prépare-t-il pour les préoccupations d'ordre environnemental? Alors, les préoccupations d'ordre environnemental sont chez nous, en particulier au Togo. Et ces derniers temps, vous avez pu sentir l'harmattan qui arrive au mois de février, montre bien que le changement climatique, nous le vivons au quotidien. Vous avez aujourd'hui sur le reboisement une politique qui est menée avec le ministère de l'Environnement. Nous avons toujours eu des ministères de l'Environnement là-dessus. Nous avons les préoccupations sur la côte. Nous avons lancé des grands travaux actuellement avec des épis qui vont être remis sur la côte pour pouvoir limiter l'érosion de la côte et atténuer un peu les effets de cet élément-là sur la vie quotidienne chez nous. Et puis dans le secteur de l'agriculture, en reprenant tout le programme qui est mis en œuvre dans le domaine de l'agriculture, naturellement la question de l'écologie, au-delà du simple environnement, la question même de l'écologie se pose et est prise en charge dans ce programme. Je pourrais donner à madame un peu plus de détails ou à une autre émission, on irait plus en profondeur si vous le souhaitez, mais c'est un élément qui est important dans la politique du candidat Forest Fornia Singbe parce que c'est le lien avec d'autres politiques. Si vous négligez l'environnement et l'écologie, naturellement, vous agissez sur les autres. Et puis, dernier point là-dessus, la question de l'environnement est une question aussi de décentralisation. Aujourd'hui, c'est un élément fondamental dans les politiques locales. La création des espaces verts, je prends aujourd'hui les communes d'Agoué-Nivé où je suis conseiller municipal, nous avons aujourd'hui un programme de création de nouveaux espaces verts et les bordures de nos routes, des espaces libres qui existent normalement aujourd'hui, nous devons tous les reverdir, de sorte à gagner également sur ces questions-là. En gros, voilà, on peut rentrer après dans la question du climat et des poids, etc. Mais on en parlera. Un auditeur qui réagit qu'il y a un fait qui annule tout ce que vous dites là, c'est ce train préhistorique qui circule à Lomé et qui est le contrepoids parfait de ce que vous dites là.
Alors ça, c'est un élément, vous parlez des chemins de fer. C'est bien ça? Oui. Non, donc, pas les rails, mais le train là qui... Non, précisément, même sur les rails. C'est-à-dire que même sur les rails. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aujourd'hui adapter une nouvelle génération de trains sur les rails que nous avons. Donc les deux vont ensemble. C'est la route et la voiture qui roule sur la route. Et donc, sur ça, par exemple, nous avions lancé un projet là-dessus avec la gare qu'il y avait. Nous avions un certain nombre de retards qui sont entre Togo Invest et ses partenaires et l'étude technique qui a été faite là-dessus. Ça fait partie de, entre autres, de ce que nous disons en disant, ce sont des choses sur lesquelles nous aurons souhaité avoir une avancée plus rapide, mais nous avons pris énormément de retard. Mais cette question également va se résorber durant ce mandat-ci. Ce sera un projet achevé. Aujourd'hui, les études sont en cours, les experts vont arriver bientôt. Je pense que si vous avez l'occasion d'avoir un expert de Togo Invest qui travaille fondamentalement sur le projet pour vous en donner plus. Merci. Je reconnais qu'on n'a pas pu aborder peut-être toutes les préoccupations qui vous sont chères à vous, représentants du candidat uni, et surtout, on n'a pas su vider toutes les craintes et inquiétudes des auditeurs, mais notre émission n'a qu'une durée de vie de 90 minutes au jour le jour. On pourra y revenir, mais une question, et ça va être votre conclusion, M. Trimois, s'il arrivait qu'au soir du 22 février, la CENI proclamait un autre candidat élu, est-ce que vous et votre candidat, est-ce que vous allez accepter ce résultat avec fair play? S'il ne s'agit pas d'une erreur de la CENI, naturellement, bien évidemment, s'il n'y a pas une erreur matérielle, puisque nous sommes aujourd'hui, tout en faisant nos hypothèses pessimistes et optimistes, nous sommes plus dans la branche optimiste, nous gagnerons au premier tour, mais je vous assure que si nous sommes battus à cette élection, nous reconnaîtrons les résultats. Le président Faure Essom-Tang Gnassingbé est un homme fair play. Et vous serez extrêmement surpris si ça devait arriver. Mais, une fois encore, c'est une hypothèse vraiment très, très Merci. Une autre question rapidement, auditeur. Est-ce que le président de la CENI ne va pas démissionner et que ce soit le ministre de la Sécurité qui proclame le résultat? Non, vous savez, nous avons connu des moments un peu antiques chez nous. Ces pratiques-là n'existent plus au Togo. Je pense que chacun peut le constater depuis quelque temps. Merci. Et ça va être votre conclusion. S'il y a une ou deux seules choses que le candidat Faure Gnassingbé devait dire aux Togolais pour qu'ils votent pour lui, en une ou deux phrases, qu'est-ce que c'est, M. Trimois? Nous montrons en accélération sur le mandat social. Encore une fois? Nous montrons en accélération sur le mandat social. Merci à vous, M. Christian Trimois. 90 minutes de cet exercice. Vous avez fait votre part. Nous avons essayé de faire également la nôtre. Merci. Vous transmettez nos salutations confraternelles et citoyennes à votre candidat. Et s'il est élu, qu'ils se souviennent que c'est dans ce studio que son représentant est venu parler de sa campagne. Absolument. Et dites-lui que nous avons préparé un fauteuil pour le recevoir. Je vous assure qu'il suit en direct durant la campagne et quand il sera élu éventuellement. Il suit en direct l'émission et donc naturellement je crois qu'il vous a entendu. Merci beaucoup. N'oubliez pas, je vous le dis aussi, surtout que la Saint-Valentin, il y a une tradition de troisième mi-temps. Pensez-y avant que nous recueillons les mots de fin d'émission. On va commencer par... Olivier Adja, 30 secondes pour dire quelque chose et surtout votre carton de fin d'émission. Non, le carton, je crois que ça va aux 7 candidats qui sont sur le terrain. C'est pas facile, hein. Et ce marathon qui demande beaucoup de physique et ils arrivent à tenir malgré certains sont avancés en âge. Il faut féliciter cela. Il faut aussi dire que au niveau du parti au pouvoir, le parti unir et peut-être le gouvernement. Le problème aujourd'hui, c'est un auditeur qui m'a dit de vous dire vraiment que parfois l'entourage du chef de l'État se met beaucoup plus à l'écart de la population. Il y a une distance jusqu'à ce que les élections arrivent et qu'on vous sente encore un peu plus proche. Donc, il faut peut-être être plus proche des populations à chaque fois ou durant tout le mandat. Donc, si votre champion est réélu. Donc, au-delà de cela, que cette campagne aille bien jusqu'au bout et que le meilleur gagne, c'est tout. À propos des candidats, je avoue que nous avons écrit à tous les 7 candidats pour dire que notre studio est disposé à les recevoir. Il y a juste un protocole à faire avec le service commercial. C'est ce que M. Trimois a fait. Si tous les candidats se plient à ce protocole, ils sont les bienvenus dans ce studio du Club La Presse. 30 secondes, Jatoubé Roland. Oui, nous sommes pour la paix, nous sommes pour... Vous qui? Nous, à Éco-Conscience TV, okay. Nous sommes les écologistes et les écologistes pour nous c'est la paix parce que
dans un pays où il y a la paix, nous pouvons parler des questions d'environnement, de préservation des ressources naturelles, parce que rien ne se fait dans la violence. Donc, j'invite tous les 7 candidats à faire le maximum, à préserver d'abord la paix, la sécurité des Togolais, et c'est ce que nous voulons, que tout se fait dans le fair play et que le meilleur gagne à la fin. Merci, je rappelle que... Oui. Ça, la dernière question, j'espère que le candidat ou bien la personne qui sera finalement le futur président du Togo va prendre à cœur les questions du genre, que le gouvernement togolais on a plus de femmes, pas les quelques femmes que nous avons aujourd'hui, mais qu'on a plus de femmes à des postes de décision. Merci. Je rappelle que l'ONG internationale Amnesty International également interpelle tous les 7 candidats sur plus d'attention sur les questions des droits de l'homme, notamment les conditions carcérales dans nos prisons. Merci. À moi, M. Trimois, vous avez... Non, juste vous remercier et puis remercier nos auditeurs et nos auditrices pour le temps qu'ils nous accordent, et surtout encore rappeler aux uns et aux autres la nécessité de rester véritablement calme pendant cette période électorale et qu'on n'ait aucun incident majeur. Merci. Je rappelle encore une fois que Canal FM, le Club de la Presse, nous avons écrit à tous les 7 candidats et il nous reste 4 jours de campagne. La semaine prochaine, nous sommes disposés à les recevoir si tant est qu'ils pensent qu'ils peuvent passer ici pour leur message. Pour le reste, nous vous remercions pour votre bienveillante fidélité d'écoute. Nous vous souhaitons un bon week-end et que la campagne aille de plus belle avec davantage d'ouverture du territoire à tous les candidats et que tout se passe dans la paix. Et le lundi, nous serons ici au rendez-vous si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.